mission d'expertise à une démarche de négociation, Dominique Noiret et Pierre Lestéven doivent trancher dans le dossier du conflit social au Char. Le premier est arrivé aujourd'hui, le second est attendu mercredi. Les rencontres devraient démarrer dès demain. Moins d'une semaine avant le premier tour des législatives chez nous, les candidats entament donc leur dernière ligne droite dans la campagne. Parmi eux, Davy Riemann dans la deuxième circonscription et Michel Kouami dans la première. Leurs intentions à suivre. Et puis vous assisterez à une session un peu spéciale d'entraînement de futsal. La sélection féminine de Guyane s'apprête à participer au mondial de la discipline à Nantes en fin de semaine. Elles ont choisi la Yana Sport Elite Academy pour se préparer. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 hommes pour mettre fin au conflit de plus de 70 jours au centre hospitalier de Cayenne. Dominique Noiret d'une part et Pierre Lestéven de l'autre. L'un est issu de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. L'autre a exercé le rôle d'administrateur provisoire du Char en 2016. Ensemble, ils vont devoir trancher dans les attentes des grévistes de l'UTG Santé durant les prochains jours. Dominique Noiret est arrivé cet après-midi et sera rejoint mercredi par Pierre Lestéven pour une mission non plus d'expertise, mais de négociation. On écoute à ce propos le secrétaire général de l'UTG Santé au micro de Charlotte Fleury. Nous attendons cette mission avec patience pour commencer les négociations sur la plateforme revendicative de 15 pages. Maintenant, nous savons que c'est une mission qui vient pour négocier, elle ne vient plus faire l'expertise. Du fait, on a eu l'annonce de M. Lestéven, celui qui a fait le rapport de l'IGAS, qui sera présent dans cette négociation. On pourra dire que comme c'est lui qui a fait le rapport, il est déjà au courant de toutes les problématiques du Char. On espère que la négociation avancera très vite. Et une fois qu'ils seront là, le but c'est qu'on arrive vers la fin du conflit, que toutes les revendications soient prises en compte et que nous ayons une prise en charge meilleure pour les patients, pour la population guyanaise. Parce que ça fait 71 jours que nous sommes là, nous sommes toujours motivés, déterminés. Et nous attendons cette mission, que les négociations sérieuses commencent dès demain. Nous sommes déterminés à leur apporter un soutien fort. Donc, nous pensons que la première sommation a été entendue et donc négocier avec les grévistes. Nous, aujourd'hui, ce qu'on sait dans notre champ d'action, c'est qu'il faut que ça soit réglé, tout simplement. Nous, on n'a pas à discuter, à parlementer avec qui que ce soit. Nous sommes déterminés. Aujourd'hui, 61 jours fait que notre détermination se renforce. Alors, sans menacer qui que ce soit, nous disons qu'il faut négocier avec les grévistes. En bref, un mot sur cet homme porté disparu depuis hier après que son embarcation ait chaviré avec plusieurs personnes à bord à l'embouchure du Mana. 2 personnes ont été secourues, mais le 3e homme n'a toujours pas été retrouvé. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour tenter de le retrouver. Opération de secours toujours en cours à 7 heures. Les candidats aux législatives n'ont plus que 6 jours pour faire campagne avant le premier tour, ce samedi pour les Antilles-Guyane. Chez nous, le secrétaire général de la section UTG Éclairage, l'une des figures du mouvement de mars et avril dernier, a créé la surprise en se déclarant en lice. Davy Riemann brigue le poste de député de la 2e circonscription. Sans étiquette, il compte prendre en main et faire avancer les dossiers guyanais au Palais Bourbon. On l'écoute. J'ai vu les limites de l'action associative. Ensuite, j'ai vu les limites de l'action syndicale. Étant donné que je fais partie de ceux qui critiquent, qui pointent du doigt, ayant la volonté de vouloir faire avancer les choses dans le bon sens du terme, naturellement, on va dire, sachant que c'est dans la sphère politique que les choses se décident, il fallait y aller. Donc après mieux réflexion et après les encouragements des uns des autres, je me suis lancé tout simplement. J'y avais déjà réfléchi il y a quelques mois, voire quelques années déjà, par rapport à l'engagement politique. Parce que plus j'avançais dans le temps, plus cela se confirme que c'est bien dans la sphère politique qu'on prend les décisions. Aujourd'hui, il y a 3 axes fondamentaux qui mettent en lumière les maux de la Guyane. Le premier, c'est la santé. Ensuite, il y a l'éducation. Et après, l'énergie. Ce sont 3 axes qui permettent le développement harmonieux d'un territoire. Et pour l'instant, ces 3 choses fondamentales sont en très très grande difficulté en Guyane. Donc, il y a urgence de redéfinir les schémas sanitaires, redéfinir
le schéma de l'alimentation d'énergie sur tout le territoire, parce que je rappelle, un peu plus de 30% de la population n'a pas accès à l'électricité, n'a pas accès à l'eau potable, sans compter toutes les personnes qui vivent dans les communes dites enclavées, qui n'ont pas accès aux soins de façon rapide et efficace, ce qui est inadmissible en 2017, en tout cas chez nous. Aujourd'hui, on va dire que tout est prioritaire en Guyane, puisque tous les voyants sont au rouge. Mais je pense que j'aurai à cœur que très rapidement on sache quand est-ce que les travaux pour l'hôpital de Maripasoula vont commencer, puisque je rappelle que dans l'accord de Guyane, sur le volet santé, il a été acté pour un hôpital de plein exercice à Maripasoula. Maintenant, il va falloir que l'on nous dise, en tout cas le gouvernement actuel en place, les études et le lancement des travaux pour cet hôpital-là, parce que ça devient une urgence absolue aussi pour Maripasoula. Et votre série réservée aux professions de foi des candidats se referme ce soir avec Michel Kouami. Le candidat Les Républicains, en lice dans la première circonscription, se donne pour mission de favoriser l'égalité sur l'ensemble du territoire. Avocat et maire de Réginaco, il prône pour ce faire la création d'un deuxième département en Guyane. Ces précisions au micro de Caroline Alcide. Pour offrir une alternative à ce que l'on constate aujourd'hui, une gauche exerçant les responsabilités sans partage depuis 32 ans en Guyane, et il y a à proposer autre chose, notamment la question de l'égalité entre les territoires de France, entre la Guyane et la France, considérant qu'aujourd'hui, nous pâtissons d'arbitrages qui nous sont trop souvent défavorables. Alors ce projet s'articule effectivement autour de cette idée que nous avons besoin d'imposer cette notion d'égalité. Cette idée d'égalité s'impose dans la question de l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès à l'économie. Les arbitrages nous sont trop souvent défavorables. Donc le projet de dire qu'il faut des dispositions législatives qui aillent en ce sens, par exemple, en proposant qu'il y ait 2 départements dans ce territoire, puisque nous nous apercevons que la création de cette CTG a été un élément de fragilisation. Les autorités publiques, d'ailleurs, ont compris qu'il fallait un tribunal, par exemple, à Cayenne, mais il fallait un tribunal à Saint-Laurent. C'est bien reconnaître là que les 2 circonscriptions ont besoin d'une certaine égalité également, parce que cette égalité que nous prônons avec la métropole suppose aussi qu'il y ait une égalité dans la gestion du territoire. Je ne serai pas celui qui imposera des lois, puisque cette initiative viendra du gouvernement, auquel j'espère, qui j'espère sera de la même sensibilité que moi. Mais ce que nous pourrons impulser, c'est que cette notion de 2 départements s'impose. Aussi, en matière de développement économique, il faut qu'il y ait un arbitrage un peu objectif, par exemple un référendum pour savoir si on persiste ou non dans l'exploitation aurifère et dans quelle proportion. Ce référendum, c'est pertinent. On le fait ailleurs, on peut le faire en Guyane et non pas s'en remettre, si vous voulez, à des cabinets, à des experts pour qu'ils nous disent voilà ce que l'on doit faire en tout temps, en tout lieu. En ce lundi de Pentecôte, les chrétiens célèbrent la venue du Saint-Esprit 50 jours après Pâques, une journée symbolique qui rime aussi chez nous avec le retour du bouillon wara sur nos tables et le retour du matoutou. Je veux bien sûr parler de ce plat à base de crabe sur les tables de nos voisins de la Martinique. En famille ou entre amis, le repas traditionnel se déguste souvent à la plage. C'est ce qu'a vérifié ce matin Guy-Raphaël René à Lens-Figuier dans la commune de Rivière-Pilote. Regardez. Comme chaque année, cette famille marinoise se réunit autour du matoutou du lundi de Pentecôte, une tradition dont Mamie Vévé, 84 ans, est la garante depuis de nombreuses années. Ils savent que le matoutou de Mamie est assez bon. Alors, ils me sollicitent. C'est un plaisir pour toute la famille de déguster ce fameux matoutou. Le matoutou de Mamie, c'est pas n'importe lequel. Exactement. Entourée de ses enfants, petits-enfants et des autres membres de la famille, Mamie Vévé s'est appliquée à transmettre les valeurs essentielles à sa descendance. Et le partage du matoutou de la Pentecôte en fait partie. Chez nous, ça a toujours été comme ça. Nos parents nous emmenaient toujours près de la plage le lundi de Pâques ou de Pentecôte pour manger nos crabes.
Ce qui nous incite à nous retrouver, c'est surtout le matoutou, puisque c'est elle qui a l'excellence chaque année de faire pour nous ce matoutou, parce que jusqu'à maintenant, aucun de nous n'a encore le droité de notre mère pour le matoutou. Mais nombreux sont ceux qui ne sont pas aussi à cheval sur la tradition, à l'instar de cette famille d'Ajoupa Bouillon qui a opté pour le barbecue aujourd'hui. Comme nous sommes sur place, on fait la grillade, on mange chaud. C'est plus facile la grillade que le matoutou, il faut de la préparation et tout. Donc c'est un peu normal. Mais là, on a choisi la facilité et puis c'est bien quoi. Un peu plus loin, une autre famille s'apprête à déguster le matoutou que Guy a préparé. C'est madame pas qu'à faire, mais c'est nous les hommes qui avons préparé Bayo. Au-delà de la tradition culinaire, c'est aussi un plaisir de se réunir au bord de la mer. Tout le monde là, bon, c'est un moment où on va profiter de comment on va faire et puis ces élèves-là, on va apprendre à jouer domino, nous allons manger ensemble. Et le moment venu, petits et grands se lèchent les doigts. C'est un régal, fait avec amour, c'est délicieux. C'est très bon. C'est un goût de quoi? Il y a du piment? Un petit peu. Ah, excellent. Souvent, nous avons fait local, la caille nous, et puis l'excellent. À domicile, à la campagne ou à la plage, la tradition du lundi de Pentecôte se perpétue tant bien que mal grâce à ces amateurs de crabes. Direction la Guadeloupe pour découvrir d'autres saveurs, celle du concours Talent Gourmand qui s'est déroulé ce week-end. Du champ à l'assiette, c'était le thème à respecter pour les 3 catégories de candidats. Agriculteurs, artisans des métiers de la bouche et restaurateurs se sont affrontés dans la finale de la compétition samedi. C'était aux Abîmes et Karen Diamant y était. Répartis en 3 catégories, les finalistes régionaux, 3 agriculteurs, 3 artisans et 3 restaurateurs, ont pu présenter leur savoir-faire autour d'un thème commun. Les agriculteurs, nous avons été filmés une captation vidéo sur leur exploitation, puisqu'ils ont du mal à venir avec leurs veaux, vaches, cochons, lopins de terre. Donc on regarde ce film et ensuite ils nous font déguster des produits et puis on leur pose des questions. Voilà comment déterminer les agriculteurs. Ensuite les cuisiniers, eux, pour le coup, cuisinent vraiment pendant 2 heures. Bien sûr, le thème, c'est une ode au terroir, donc toujours valoriser les beaux produits d'ici. Et puis les artisans, c'est très compliqué pour eux de préparer en 2 heures. Donc, généralement, on les autorise à venir avec leur chocolat, leurs produits déjà transformés, et on déguste et on leur pose des questions. Pour juger la qualité de leurs prestations et surtout leur motivation, un jury composé de chefs de renom comme Jacques Genin, chocolatier, ou encore Éric Guérin, cuisinier étoilé, a pu apprécier chaque proposition gustative. Les restaurateurs sont notés déjà sur l'esprit de leur cuisine, l'esprit de leur entreprise et ce qu'ils proposent, puisque de toute façon on est dans la valorisation du patrimoine à travers l'art culinaire. Derrière, il faut vraiment mettre en valeur et sublimer les produits du terroir. Voilà. Et pour les autres, c'est-à-dire les artisans et les agriculteurs, sur quels critères ils sont jugés? C'est toujours sur le même critère du terroir, parce qu'on est là pour la Guadeloupe, on n'est pas là pour valoriser autre chose, on est là pour valoriser un savoir-faire et une terre fertile guadeloupéenne. À l'issue de cette matinée culinaire, Arnaud Bloquel et Miguel Jean-Noël ont remporté la première place ex aequo dans la catégorie restaurateur. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir représenter la Guadeloupe. On a des produits excellents en Guadeloupe, donc pourquoi pas les mettre aussi en avant côté national. Ça sera une grande fierté pour moi, de toute façon, parce que j'ai toujours été quand même partisan de la cuisine créole. Et je pense qu'elle a une belle place au niveau mondial, déjà national. Dans la catégorie artisan, c'est Noémie Martineau qui a su séduire le jury avec sa transformation du cacao. C'est toujours un plaisir de représenter le cacao guadeloupéen à l'échelle nationale, voire internationale. C'est une fierté d'abord. Et puis ça permet de voir effectivement qu'on a des fruits, des plantes, des épices qui ne sont pas forcément connues, notamment en ce qui concerne le cacao, puisqu'en fait il y a très peu de personnes qui le transforment. Et donc c'est le premier chocolat purement français. À cette fierté commune vient s'ajouter la somme de 3 000 € ainsi que la publication de leur établissement respectif dans le célèbre magazine culinaire Botin Gourmand. Retour chez nous pour ouvrir une page sport avec tout d'abord du volleyball et la victoire des féminines seniors de l'USL Montjoly samedi. Les filles de Montjoly ont triomphé 3-7-0 face aux Matouriennes et maintiennent donc leur titre de championne de Guyane pour la 2e année consécutive. Jonathan Lariot et Stéphanie Puglisi ont suivi le match. Les supporters de l'USL Montjoly sont en pleine euphorie.
Face à eux, les filles de l'équipe senior viennent de signer leur deuxième victoire consécutive au championnat de Guyane. Après 2 rencontres, aller et retour contre le CSVB de Matoury, l'USL Montjoly assoit sa domination sur la saison 2016-2017. Chacun des matchs sont remportés sur le score de 3-7 à 0. Pas facile parce qu'elles nous ont quand même donné du fil à retordre, surtout au service. Mais on s'y attendait déjà. On essaie de voir plus haut, on essaiera de conserver notre groupe pour l'année prochaine et voir pour faire d'autres tournois à l'extérieur pour qu'on puisse un peu consolider le groupe et voir autre chose, avoir plus d'expérience et pour déjà garder notre titre l'année prochaine et partir pour les dom-tom. Sans avoir perdu de match cette saison, les Montjoliennes semblent avoir mis sur la touche les anciennes championnes de Guyane, mais Raphaël Toussaint, l'entraîneur de Matoury, semble ne pas avoir dit son dernier mot. On a perdu l'année dernière. Cette année, le groupe a complètement changé. On est en pleine restructuration et on ne nous attendait pas en finale. Et quand même, on est parvenu à jouer cette 17e finale consécutivement. On est satisfait de la saison. Peut-être 2 joueuses de plus dans l'effectif et on aura renversé la tendance. Le groupe sera renforcé l'année prochaine, c'est déjà fait, puis on va reprendre le titre. Montjoly est meilleur. Pour moi, il est tout à fait logique que cette année encore, Montjoly gagne. Mais bon, après l'année prochaine sera complètement autre chose. Du côté des seniors hommes, les 2 finalistes, le Sport Guyanais et Montjoly, sont aujourd'hui à égalité, un match gagné et un match perdu pour chaque équipe. Le match d'appui qui devra déterminer le champion de Guyane se déroulera mercredi à 20h au gymnase de Matoury. C'est la première école guyanaise dédiée au football. Elle fête cette semaine ses 1 an. La Yana Sport Elite Academy, fondée par un ancien gardien de but des Yana Doko, vise l'excellence et accueille les jeunes dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 20 ans. Une école que ces sportifs intègrent généralement en parallèle de leurs clubs respectifs pour renforcer leur qualité tactique et physique. Et parmi les formations proposées, une section de football diversifiée. Jonathan Lariot a suivi l'une de leurs séances quotidiennes. Regardez. Sur le terrain, l'entraîneur met la barre très haute. Sur chaque toucher de balle, chaque action de ces jeunes joueurs, hors de question de jouer sans réfléchir. Aldric, occupez toute la surface, conservation de balle, il faut qu'il y ait plus de mouvement, arrêtez de porter le ballon. Ici, à la Yana Sport Elite Academy, le travail est le mot d'ordre. Ces jeunes sont pour la plupart des joueurs qui officient déjà en club. Par passion, ils viennent quasiment tous les jours en plus de leurs entraînements dans leurs clubs respectifs. Avec nos clubs, on ne fait pas forcément du spécifique, c'est plutôt en groupe. Alors qu'à l'académie, on travaille des spécifiques gardiens, spécifiques attaquants, spécifiques défense. Donc ça nous permet de nous améliorer personnellement. Je vais devenir professionnel, donc forcément il faut que je m'adapte. Je dois être encadré un peu plus parce que dans les clubs on est à trop, on déborde. On est à 30 pour un seul éducateur. Et là je voulais plus de rigueur dans mon jeu. Et on ne se limite pas au foot à 11. Après 1 heure sur gazon, les crampons laissent souvent la place à des chaussures de salle. Sous les ordres de Rudy Méry, l'ancien gardien émérite de la sélection de Guyane, ces jeunes élites apprennent à jouer sur plusieurs styles de football. Quand on voit ce que les Brésiliens font, ils lèvent le ballon, ça c'est du beach soccer. Quand on voit comment Neuer il joue, c'est du futsal. Donc moi, afin d'élargir la palette de mes gamins, j'ai préféré faire du football diversifié. Les clubs, on retrouve beaucoup d'éducateurs esselés, avec 40 bonhommes. On est là pour peaufiner le talent à venir, le talent brut. J'ai voulu apporter un complément où on désenclavait un peu le talent, où les meilleurs pouvaient intégrer une académie d'élite. Et afin de progresser un peu plus et permettre aux autres qui ont besoin de progresser, de s'entraîner et puis d'obtenir aussi le même niveau afin de taper après dans les centres de formation. Parmi ces quelques vingtaines de joueurs présents, certains sont aussi en préparation pour les mondiaux de futsal. C'est le cas de Soraya qui partira le 7 juin prochain représenter la Guyane. C'est aussi une préparation. Il a fallu que je travaille énormément mon toucher de balle et ma position sur le terrain au niveau du futsal. Parce que c'est pas facile de sortir d'un grand espace et d'arriver en salle à serre enfermée. Et au niveau aussi de la préparation physique, c'est différent. Le futsal sera plus sur des fractionnés, sur de l'accélération, sur de la décélération. Et le travail cardio n'est vraiment pas le même. La Yana Sport Elite Academy, aujourd'hui présente uniquement sur l'île de Cayenne, projette de se délocaliser dans d'autres villes du département. Toujours à la recherche des stars de demain.
De l'autre côté de l'Atlantique, il vient d'achever sa 3e saison avec le club de Nanterre. À 19 ans, le basketteur guyanais Jean-Marc Pansa a fait ses preuves. Et c'est peu de le dire, après une saison particulièrement brillante, il s'est vu proposer un stage de présélection pour jouer en équipe de France dès juillet prochain. Et le premier match est programmé en Grèce. Son portrait signé Stéphane Alexandrescu. Jean-Marc Pansa, 19 ans, 2,08 m, né à Kourou, occupe le poste de pivot depuis 3 ans dans l'équipe espoir de basket de Nanterre en France. La saison vient de se terminer, il a pu jouer 10 matchs avec l'équipe pro et il est ici sur le parquet de Nanterre à l'entraînement avec son équipe. Son avenir s'annonce prometteur et pourtant le basket n'était pas son premier choix lorsqu'il a commencé à s'intéresser au sport. Le basket, j'ai commencé tard. C'était mon ancien coach qui est venu vers moi. Je faisais du foot, il m'a dit t'es super grand, faut que tu viennes essayer le basket. Tout de suite quand je suis rentré dedans, ça m'a beaucoup plu. Du coup après j'ai pas lâché et puis j'ai continué à travailler dur. Jusqu'à aujourd'hui je suis dans un bon centre de formation avec le staff qui me forme très bien. Je suis très bien à Nanterre. Enfin, voilà. C'est en Guyane que Jean-Marc s'est fait remarquer, d'abord à l'ASC Roucou, puis après lors d'un stage au camp Séraphin, où très rapidement il est repéré pour aller jouer en métropole à Cholet. Puis il passe à Nanterre où là il fait un sans faute pendant 3 saisons avec ce club. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, car l'équipe de France s'intéresse à lui. On m'a annoncé il y a quelques semaines que j'intégrais, que j'allais en présélection. J'étais présélectionné en équipe de France U20. J'ai été surpris, mais à la fois très content. C'était pas encore un objectif tout de suite, mais je suis prêt à y aller et puis tout donner pour montrer de quoi je suis capable. Au-delà de l'équipe de France, Jean-Marc ne s'interdit aucun rêve et se fixe d'autres territoires à conquérir. Mon objectif plus tard, ce serait de jouer en Euroleague. C'est un championnat que j'apprécie beaucoup, qui me plaît vraiment beaucoup, que je suis souvent cette année. Et c'est un objectif vraiment, c'est un grand objectif que j'aimerais atteindre plus tard. La saison est terminée, mais pas de vacances prévues cet été en Guyane pour Jean-Marc. Je pense plutôt que ce sera ma famille qui se déplaceront pour venir me voir. Mais j'aimerais y retourner, mais là, il y a l'équipe de France qui m'appelle, donc je pense pas y rentrer cet été. Ainsi s'achève votre journal. À retenir de l'actualité aujourd'hui, cette mission de négociation mandatée par le gouvernement. Dominique Noiret et Pierre Lestéven doivent trancher dans le dossier du conflit social au Char. Le premier est arrivé aujourd'hui, le second est attendu mercredi. Les rencontres devraient démarrer dès demain. Moins d'une semaine avant le premier tour des législatives chez nous, les candidats entament donc leur dernière ligne droite dans la campagne. Davy Riemann dans la deuxième circonscription, Michel Kouami dans la première étaient ce soir les 2 derniers de votre série consacrée aux candidats. Et puis vous venez de le voir, cette session de préparation de notre sélection féminine de futsal. Les jeunes femmes s'apprêtent à participer au mondial de la discipline à Nantes en fin de semaine. Elles ont choisi de s'entraîner à la Yana Sport Elite Academy qui fête ses 1 an cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo de Christine Lauréat, puis juste après, le 20h de TF1. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain soir. Bonne soirée à vous.